À la une ce soir, la roche volcanique de 350 tonnes qui menaçait de tomber dans le lit de la rivière du Prêcheur a commencé à être fragmentée. Les riverains ne sont plus en danger. Les travaux de curage ont également débuté aujourd'hui. Depuis un mois, 14 anciens chômeurs apprennent les métiers de la métallurgie chez Métaldom. Grâce à une formation sur mesure, ils alternent cours pratiques et théoriques. Nous les avons rencontrés. On les appelait les femmes porteuses. Dans les années 30, une centaine d'entre elles ont participé à la construction de la route de la Trace. Un hommage leur a été rendu ce matin et une plaque commémorative leur est désormais dédiée. Et puis, en sport, le week-end promet d'être chargé avec notamment la grande rentrée du sport automobile. Ce sera au Marin. Nous reviendrons également sur l'essentiel des compétitions qui vous attendent ces 2 prochains jours. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. C'est peut-être le début de l'accalmie pour les habitants du Prêcheur. Depuis ce matin, une roche volcanique de plus de 340 tonnes qui se trouvait en amont du pont de la commune est menacée de tomber dans la rivière. A commencé à être fragmentée, je vous le disais. Des engins spéciaux de démolition ont dû être acheminés vers le site. Les travaux ont débuté. Depuis janvier dernier, 209 coulées de boue ont été comptabilisées. Guy Raphaël René s'est rendu sur place. Voici la roche qui fait l'objet de toutes les attentions depuis quelques semaines. 350 tonnes qui, depuis les lahards à répétition, représentent une grande menace pour le bourg situé à environ 1 km en aval. Bertha et Chantal, qui habitent le quartier Cité Coquette, se rappellent du jour de son arrivée ici en 2010. Ce matin, elles prennent conscience du danger que représente la rivière. Nous sommes vraiment en danger là. Là, nous sommes encore plus en danger. Parce que regardez le niveau. Et si la rivière descend, il descend, et puis ces roches-là, il n'y a pas d'évacuation, c'est comme ça qu'il descend. C'est nous, ah oui. Ah oui. On dit, nous, c'est fait pas de chez nous pour nous aller. Eh bien, oui. Mais c'est un bon bagage quand même que ça y a fait aujourd'hui. Oui, c'est un bon bagage. Oui. Ah oui, parce que c'était vraiment le danger. Il y a encore des roches qui nous donnent des dangers encore. Ce n'est pas le seul, hein. Il y a encore des roches. Quand on dit, nous, des roches qui nous roches. Aujourd'hui, tout un arsenal a été préparé pour la détruire. Un marteau-piqueur hydraulique de 10 tonnes monté sur une pelleteuse de 30. Une opération qui sort de l'ordinaire pour les agents de la CTM. C'est un bloc qui a une longueur de 9 mètres, une largeur de 6 et une hauteur de à peu près 4,70 m. N'importe quelle coulée pouvait la déstabiliser et la ramener en amont de l'ouvrage de la RD10 et mettre en péril les berges et les habitations au niveau de la Cité Coquette. Une roche de taille exceptionnelle dont la destruction a attiré les curieux. Parmi eux, de nombreux préchotins qui attendaient impatiemment ce moment. Je veux dire, c'est un grand jour pour prêcher, parce que tout les préchotins étaient pensé que la roche est en danger. Parce que si la coquette est en danger, c'est l'abîme, si c'est point de point. Mais si on arrive à bout de roche là, je pense que Jean Projet peut-être qu'il y a un petit lieu de sommeil. C'était mauvais pour nous, c'est une bonne action de fait là. Après 30 minutes, la roche finit par tomber dans le lit de la rivière. Les 150 mètres cubes de fragments seront évacués d'ici quelques jours pour renforcer les berges au niveau du bourg préchotin. L'information circulait depuis hier. Déjà, le réseau de bus Mosaïque est en passe d'être fortement perturbé. La CFTU, mandataire du réseau, annonce que faute de financement, les bus ne peuvent plus être approvisionnés en gasoil. Martinique Transport n'aurait pas versé les sommes dues. Par conséquent, 10 lignes de bus, principalement à Saint-Joseph, ne sont déjà plus desservies. La CFTU attend maintenant une rencontre avec Martinique Transport. En bref, dans la suite du conflit au parc naturel de Martinique, les négociations se poursuivent entre les salariés et leur direction, alors que le syndicat CDMT défendu par Maître Germany dénonce 2 licenciements jugés abusifs. De son côté, Louis Boutrin, le président, a fait savoir dans un récent communiqué que ces fins de contrat déterminées étaient prévues. Nous aurons certainement l'occasion de revenir ces prochains jours sur le sujet. Au chapitre judiciaire à présent, dans l'affaire dite du paparazzi. En février dernier, les magistrats avaient reconnu la légitime défense dans le cas de Yohan Kandal, dit Cancan, impliqué dans la fusillade mortelle survenue en décembre 2015. Mais la famille de celui qui avait ouvert le feu, Ronaldo Saint-Philippe, dit l'Américain, se pourvoit aujourd'hui en cassation pour contester la thèse de la légitime défense. On écoute l'avocat de la famille, Maître Germany, au micro de Louis Sabas. Je ne veux pas ici lancer un appel à témoins, je rappelle simplement que c'est un devoir que de témoigner, en tout cas pour la famille de celui que l'on surnomme l'Américain.
Cette mise à mort ne peut pas rester comme ça impunie sans qu'on épuise l'ensemble des voies de recours. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de former un pourvoi en cassation et de confier le soin à un avocat à Paris, à la Cour de cassation, le soin de défendre devant la chambre criminelle leurs intérêts afin que toute la lumière soit faite et que cette affaire soit jugée. La famille estime en effet que après les échanges de coups de feu, il y a eu une mise à mort. Et c'est cette partie-là de l'altercation qui, selon la famille, enlève toute idée de légitime défense. Là, on n'est plus dans la légitime défense quand on est dans la mise à mort. Et il a véritablement été achevé. On va parler formation maintenant. Le recyclage est une filière en pleine croissance chez nous. Depuis le mois dernier, l'entreprise de métallurgie Métal-Dom, spécialisée dans la collecte, le recyclage et la valorisation des métaux, a intégré à ses équipes 14 apprentis chalumistes. Particularité, ils sont tous demandeurs d'emploi. Jusqu'au 14 mai prochain, ils alternent cours théoriques et pratiques pour devenir de parfaits découpeurs-soudeurs. La formation a été instaurée par Cap Nord et pilotée par le centre de formation et Diploria. Marie Tricot et Louis Sabas les ont rencontrés. Regardez. Un travail de précision. Il y a un courant de 380 qui sort de la buse et de l'air sous pression. Le courant chauffe la tôle et c'est l'air qui coupe la tôle en réalité. Depuis un mois, William apprend le métier de chalumiste. Il découpe ces grandes tôles d'acier qui seront conditionnées et envoyées dans les fonderies de l'Hexagone. On est dans un milieu où on est face à plusieurs dangers. Si on ne fait pas attention, on peut avoir des matériaux qui tombent sur nous. La sécurité, c'est très important. Et pour n'oublier aucune règle de sécurité, les 14 apprentis alternent pratique et cours théoriques. On avait vu lors du premier cours que le soudage se faisait par des métaux de même nature. On va plutôt parler de nature. Tous demandeurs d'emploi, ils n'ont pas forcément exercé auparavant dans la métallurgie. Ils ont moins de 4 mois pour se perfectionner en soudure, découpe, électricité ou encore travail en hauteur. Le recrutement s'est fait sur la motivation. Aujourd'hui, la profession de chalumiste est un métier en tension sur notre île. Au-delà de notre activité qui est le démantèlement, on a un bassin qui accueille des bateaux en réparation aussi, qui est demandeur. Sur l'ensemble de la Martinique et sur le territoire, il y a des distilleries qui recherchent aussi ce genre de profil. Donc c'est vrai que ce type de profil manque sur l'île. Les apprentis retourneront sur le marché de l'emploi avec plusieurs certifications et un nouveau métier entre leurs mains. La demande est déjà là. Nous avons déjà Métal-Dom, qui est un professionnel, mais nous avons aussi une commande qui vient avec la déconstruction, le projet de déconstruction de l'usine de Bellefontaine avec EDF. Donc c'est là que ces apprentis, ces apprenants doivent être suffisamment bons techniquement. Une première formation du genre qui sera renouvelée. La prochaine concernera les métiers du tri. Un hommage à présent en écho à la journée internationale hier des droits des femmes. Route de la Trace, élus de la CTM passionnés d'histoire, ont célébré ce matin la mémoire des femmes qui ont participé à la construction de cette route dans les années 30. Des femmes oubliées, on les appelait les porteuses. À l'époque, elles étaient des centaines à transporter sur leur tête les gravats issus du chantier. Alors en leur mémoire et en présence de certains de leurs descendants, une plaque commémorative a été dévoilée ce matin. Marie Tricot et Louis Sabas nous racontent ce petit bout d'histoire. Aux côtés de la stèle militaire, cette plaque commémore désormais l'histoire des femmes porteuses. Nous sommes en 1850, 2 ans après l'abolition de l'esclavage. Les soldats veulent relier la capitale administrative Fort-de-France à la capitale politique et culturelle, Saint-Pierre. Il faut tracer le chemin à travers les mornes. C'est le début d'un chantier colossal. Dans les années 30, les femmes descendent des communes avoisinantes pour y chercher du travail et entamer un drôle de balai. Des kilos de roches et gravats déblayés et transportés sur leur tête. La mère de Gertrude a fait partie de ces femmes porteuses. Très longtemps, elle portait tout sur sa tête sans même tenir ce qu'il y avait. Elle faisait sa torche, elle attachait sa taille et puis elle portait sur la tête des kilos, et les bras étaient libres.
Donc voilà, à partir de cette force-là et de cette grande possibilité, elles se sont senties capables de faire partie de celles qui transportaient des cailloux. Et elles ont transporté des cailloux pour aider à transporter les matériaux pour pouvoir construire le tunnel de la trace. La tâche est rude et périlleuse. Un jour, un glissement de terrain en fait une douzaine de morts. Pas de quoi décourager les travailleuses. Il fallait faire ce travail-là, donc elles ne voyaient pas d'inconvénient à le faire. Elles étaient contentes de le faire d'ailleurs et de participer surtout à l'ouverture d'une route qui permettrait d'arriver rapidement sur Fort-de-France. Rendre hommage aux femmes porteuses, c'est réhabiliter un pan d'histoire, celui de deux communes liées par une route aujourd'hui emblématique, la route de la Trace. C'est une main-d'œuvre qui est là, qui est disponible dans les communes alentours. Il y a beaucoup de gens du Morne Rouge qui ont travaillé donc, sur cette portion de la route de la Trace. Vous avez des gens de Basse-Pointe, ce sont des ouvrières agricoles. Au moment de l'inter-récolte, quand la coupe de la canne est terminée, elles trouvaient un salaire et qui était d'ailleurs un salaire supérieur à ce qu'on touchait dans la canne à ce moment-là. Peu d'archives subsistent de cette époque. La plaque dévoilée aujourd'hui veut honorer ces femmes qui ont laissé plus qu'une route, une véritable trace dans l'histoire martiniquaise. Et justement, au-delà de la journée dédiée aux femmes, certaines luttent chaque jour pour s'en sortir. C'est le cas de la femme que vous allez découvrir. Après plusieurs expériences professionnelles, elle se retrouve aujourd'hui sans emploi fixe et survit plutôt, avec moins de 500 € par mois. Le portrait de cette femme et mère courage est signé José Lechertier. Maurice est ce qu'on appelle une femme jock. 46 ans, ancienne chef d'entreprise, elle a touché plusieurs corps de métier. J'ai fait de divers métiers, agent recenseur, secrétariat, m'occuper de personnes âgées, pas mal de choses. Mais c'est à la suite d'un bilan de compétences en 2001 qu'on a pu déceler que j'aimais l'animation et la vente. Et l'animation, c'est grandiose, aussi bien l'animation d'encadrer des enfants, de faire des propositions d'activité, mais aussi j'ai voulu animer autrement. Depuis qu'elle n'a plus d'enfants à charge, ses revenus ont diminué. Voilà, quelques soucis techniques a priori sur ce sujet. Nous réessaierons un petit peu plus tard de vous le montrer à nouveau. Et justement, les femmes sont mises à l'honneur en ce moment et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce week-end au Palais des Congrès de Madiana et pour la première fois, c'est un salon 100% féminin qui ouvrira ses portes. Son nom, plutôt évocateur, Entre elles, au programme notamment mode, bien-être, gastronomie, mais aussi droits des femmes et carrière professionnelle. On en parle tout de suite avec notre invitée qui est l'une des exposantes du salon. Eden, bonsoir. 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 Vous êtes donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, animatrice TV et créatrice de la marque de vêtements prêt-à-porter Glam Ethnic. Alors, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce salon? Alors, j'ai eu la joie d'être invitée par l'organisatrice Carline Guillaume. Nous sommes deux invités officiels avec la marraine Absatoussi. Et aujourd'hui, Glam Ethnic, la marque que j'ai montée, a pour but de mettre la femme à l'honneur, la femme en avant, cette femme caribéenne en priorité, mais également la parisienne et l'afropéenne en général, qui a envie de vêtements tendance et de mise en avant de ses origines qu'elle assume pleinement, en ayant souvent un travail intéressant, en ayant une vie culturelle assez dense. Et on s'adresse à elle et je pense que c'est cette vision un peu novatrice qui a plu à Carline, qui m'a invitée. J'en suis ravie. Retour sur l'île natale de ma mère. Et vous êtes martinico-guadeloupéenne. Tout à fait, tout à fait. Et justement, alors cette démarcation par vos vêtements, par quoi ça passe justement sur le vêtement? Alors, deux choses. Ma marque fait le lien entre trois cultures qui me sont chères, les Antilles d'où je viens, Paris où je vis et l'Afrique où j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes activités télé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'être une ambassadrice de la culture créole, notamment via Glam Ethnic pour, valoriser la femme active, la femme de tous bords et aussi remettre au goût du jour la créolista. La créolista, ce terme que j'ai inventé, la fashionista créole, parce que j'estime qu'on a un sens de l'élégance, une allure qui est innée. Quand je vois nos grands-mères, nos mamans, nos jeunes femmes dans la rue au naturel qui sont magnifiques, mais malheureusement, je trouve cette culture caribéenne de la mode un peu en reste à l'international. On parle beaucoup du wax, du kente, que je travaille également, que j'aime beaucoup. Mais par exemple, le madras summer, et pourtant sur des formes contemporaines,
on peut le proposer de manière très intéressante. Et quand on voit le tartan ou Justement, l'écossais... ça commence à faire écho aussi dans l'Hexagone, on en voit de plus en plus. Complètement. Mais justement, si on prend l'exemple de l'écossais, qui est ce tissu très utilisé en Irlande, qui a fait le tour du monde, je me dis que l'imprimé Madras, avec les formes adaptées, peut faire le tour du monde et j'espère y contribuer via Glam Ethnic. Alors justement, il y aura à peu près, je crois, 70 exposantes. Qui sera là également avec vous? Qu'est-ce qu'on va retrouver plus globalement dans ce salon? Alors sur le salon, plusieurs pôles, comme vous l'avez dit, la femme à l'honneur sous tous les angles, sur le plan social, sur le plan économique, de très beaux ateliers, des défilés avec notamment Christelle Marcos, créatrice talentueuse de la Martinique, invitée. Les 2 défilés auront lieu le dimanche à 17h. Absatoussi, qui est une chef d'entreprise hors pair. Voilà, on va parler, c'est la marraine de cette édition. Complètement. Absatou qui a un parcours qui fait mouche, très combative et aujourd'hui une belle reconversion également en télé, donc qui sera présente avec sa gamme de produits. Et puis, nous sommes des femmes, mais multiples. On aime la gourmandise, donc cet après-midi, j'étais sur le salon, j'ai pu en avant-première découvrir un peu certains stands. Ne ratez pas ce salon parce que beaucoup de surprises et puis il y en aura pour tous les goûts. Justement, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux Martiniquaises et puis à celles qui viendront également au salon? Parce qu'au-delà de ce rendez-vous sympathique, friendly, mode, gastronomie, il y a aussi un message pour les femmes. Complètement. Je pense que notre histoire en tant que femme antillaise n'est pas simple. Et la femme antillaise se démarque par sa ténacité pour faire avancer sa famille, pour vraiment faire vivre ses proches tout en restant noble, digne, élégante. Mais ce salon est une étape importante et j'ai envie de dire... aujourd'hui, qui pourrait nous amener vers quoi? Alors aujourd'hui, on est affranchi à tous les niveaux. On est affranchi dans nos têtes parce qu'on ose monter nos sociétés, on ose s'affirmer en termes de style, on ose vraiment être bien dans nos baskets et dans notre tête. Alors venez, partageons, échangeons parce que cet élan de solidarité et d'émergence de valeurs positives contribue avec entre elles à faire avancer la femme créole dans sa diversité. Et justement, donc vous le disiez, Absatoussi, c'est la marraine de cette première édition. Vous êtes l'une des invitées d'honneur, vous n'êtes pas la seule, vous êtes 4. Nous sommes 3. 3, pardon, voilà. Quel symbole est-ce que vous représentez au-delà de la working girl qui a réussi? C'est quoi le fil conducteur et votre symbole? On a tendance à dire, je vous le disais, j'ai fait une grande partie de ma carrière en Afrique. On m'appelle l'antillaise la plus connue du continent africain. Un peu la Claudie Sierre d'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, en tant que femme d'origine caribéenne, mais worldwide, parce qu'on est au sein d'une culture mondiale, j'aimerais vraiment mettre en avant des valeurs de combativité, mais aussi des valeurs de... On a trop eu tendance à associer la Caraïbe et la femme peut-être créole à un côté un peu léger, et pourtant nous sommes de vraies guerrières. Qui est tout autre, oui. Tout en étant toujours élégante, toujours classe. Et j'ai envie d'être une ambassadrice de cette femme caribéenne à travers le monde. Juste avant de vous quitter, un mot très rapide pour les horaires d'ouverture du salon, on les rappelle. Alors les horaires, c'est 10h-18h, les défilés sont à 17h, des exposants tout le long. Et puis vous allez être gâtés, il y aura des billets d'avion à gagner, plein de dégustations, des massages, enfin une foule d'activités. Donc venez passer un merveilleux week-end avec nous. Et bravo à Carline Guillaume, parce que c'est vraiment une femme battante. Elle nous rend fiers et que ça aille toujours plus loin, ce type d'initiative dont nous avons besoin. Le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et restez avec nous justement dans un instant, direction la Guadeloupe. Sur l'île Sœur, les femmes sont beaucoup plus touchées par le chômage que les hommes. Elles sont environ 41 000. Nous verrons pourquoi. En Guyane, suite de la visite de Françoise Niéssen, la ministre de la Culture, nos confrères l'ont suivie dans ses déplacements avant de quitter le territoire demain. Et puis dans votre JT des communes, nous partirons à la rencontre de l'artiste peintre Olivier Fonteau. Il expose en ce moment à Saint-Pierre des œuvres au carrefour de plusieurs civilisations très colorées et oniriques, vous le verrez également. Mais pour l'heure, direction la Guadeloupe et ce chiffre, je vous le disais, 41 000, c'est le nombre de femmes sans emploi sur l'île Sœur. Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes. C'est en tout cas ce qui résulte d'une récente étude menée par le Pôle emploi. Les explications de Linda Kayarsi. Dans le détail, ces demandeuses d'emploi sont plus diplômées, 41% ont au moins le niveau bac, 63% sont employés ou ouvrières qualifiées. Contrairement à la demande d'emploi masculine, leur recherche d'emploi est concentrée dans peu de métiers, principalement dans les services à la personne et à la collectivité.
En ce qui concerne les formations professionnalisantes ou certifiantes, en 2017, 2800 femmes ont bénéficié d'une formation financée par Pôle emploi. Un tiers des entrées en formation de femmes est concentré dans 3 domaines, le secrétariat assistanat, l'action sociale et l'hôtellerie-restauration. Les femmes inscrites à Pôle emploi, dont l'âge moyen est de 41 ans, sont en revanche moins mobiles géographiquement. Un tiers se déclare prête à effectuer un trajet de moins de 15 km ou de 30 minutes pour se rendre sur son futur lieu de travail. Enfin, elles sont plus touchées par le chômage de longue durée que les hommes. En décembre 2017, la durée moyenne d'inscription à Pôle emploi est de 32 mois pour les femmes contre 30 chez les hommes. Au cours des 12 derniers mois, plus de 11 000 femmes ont accédé à un emploi. Dans un tiers des cas, il s'agit d'un contrat durable CDI ou CDD d'au moins 6 mois. En Guyane, je vous le disais, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, poursuit sa visite. Nos confrères de Guyane l'ont suivi. Regardez. Hier, en fin d'après-midi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a posé le pied sur le sol guyanais avec l'objectif de signer avec la CTG une déclaration d'intention pour le développement culturel de la Guyane. Ce document doit permettre à la collectivité de mettre en œuvre une politique culturelle pour la Guyane. Nous allons travailler, préparer cette convention afin qu'on puisse tomber d'accord sur tout ce qui touche le culturel sur la Guyane. Donc dans plusieurs domaines, le domaine artistique, le domaine audiovisuel et savoir sur quel champ on pourrait tomber d'accord sur les domaines culturels qui toucheraient tout le territoire. L'équipe du service culturel de la CTG ainsi de l'État, nous mettrons au travail les différentes instances culturelles afin de trouver un compromis pour enfin signer cette convention dans quelques temps. Apportant dans sa valise un nouvel outil culturel où la Guyane serait le précurseur, le Pass Culture est une innovation pour le développement culturel de notre département. Faire en sorte que la culture soit accessible pour tous, partout. Et pour ça, on travaille sur des éléments très forts. La pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, à l'école, partout. Le travail avec les bibliothèques, le travail avec le cinéma aussi. Et un outil qu'on élabore et qui va être un outil majeur pour ça, qui est une véritable un outil d'accessibilité culturelle, qui est le Pass Culture. Et nous allons faire une séance de travail avec des jeunes sur la réflexion, l'expérimentation sur ce Pass Culture qui en fait va se présenter sous forme d'une application mobile et on en dira plus après avoir travaillé avec, demain avec les jeunes et c'est le moment très fort de cette visite. La ministre s'est envolée cet après-midi pour l'ouest guyanais, arborant un planning chargé d'histoire et de culture. Mais nul doute, sa visite en Guyane en pleine période électorale aura suscité de vives interrogations. De retour chez nous pour parler bien-être. Qui n'a jamais rêvé de trouver la clé de la relaxation? La sophrologie fait de plus en plus d'adeptes chez nous. L'association Sophrologues de la Caraïbe a investi le Malécon cet après-midi pour une première journée de sensibilisation et de rencontre avec les professionnels du secteur. Voyez ces réactions recueillies par Marie Tricot et Louise Sabas. Ce sont des mouvements qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe où. Je me sens bien, c'est relaxant et c'est très intéressant. Ça commence, il commence à avoir de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à la sophrologie, mais ça reste encore, pour certains, encore méconnu. C'est pour ça qu'on essaye d'organiser ces actions de sensibilisation afin de promouvoir, d'informer, de donner les conseils pratiques, des outils qui permettraient à la population d'améliorer leur quotidien et puis d'avoir une meilleure prise sur la gestion de leurs émotions. Du sport à présent. Parmi les activités de ce week-end, le Rotary Club de Schellcher organise demain les toutes premières Olympiades de la paix au stade Louis-Achille, un événement dédié aux enfants. À cette occasion, plusieurs ligues sportives et d'athlétisme notamment s'associent à l'événement pour sensibiliser le public à la notion de paix et de non-violence. Voyez ces explications recueillies par Kathleen Bilascopette et José Lechertier. Au niveau mondial, on a 6 axes dont la paix. Et la paix, on doit la transposer en Martinique et c'est pas évident. Et l'idée est vraiment de mettre en place des germes de paix, des germes de respect au sein des enfants. Et ce sont les meilleurs porteurs de projets, ce sont les personnes avec qui on peut discuter, ce sont les personnes qui vont grandir. L'idée, c'est une compétition de 900 enfants licenciés dans les ligues de Martinique, c'est-à-dire tous les enfants de toutes les communes de Martinique qui vont venir pratiquer du sport.
Donc derrière, c'est ouvert aux familles, aux amis et à toute personne. On a un village, on a des animations toute la journée, on a des groupes de carnaval. Et on finit après 17h par une cérémonie de clôture où sera célébré l'hymne qui a été écrit pour la manifestation par Jocelyne Berroir, où il y aura un spectacle son et lumière et où il y aura effectivement différentes animations. Et voici ce qui vous attend justement pour ce week-end de sport. La rentrée du sport automobile, ce sera au Marin. Au menu également la deuxième journée du championnat des Yoles Rondes ou encore le Grand Prix du foyer rural du Morne-Acajou et du VCF. En cyclisme, la compétition débute ce soir et se clôturera dimanche. Et puis en sport collectif, la suite des championnats de football, hand, basket et volley. Tour d'horizon avec Karil Chassol. Automobile pour débuter, c'est la rentrée pour nos pilotes. Dimanche se disputera la première course de côte de la saison à Marc-Capron au Marin. Au programme, 3 montées chronométrées à partir de 13h. On reste sur l'asphalte. Nos cyclistes sont réunis depuis ce soir à l'occasion du Grand Prix du foyer rural du Morne-Acajou et du VCF. À partir de 20h30, on aura droit au François à un prologue par équipe d'un peu plus de 2 km. Demain, 14h, la première étape partira du foyer rural de Morne-Acajou pour y revenir après 93 km. Dimanche, 2 tronçons sont prévus. Le matin, 8h, un contre-la-montre individuel de 15 km entre Siligome et le foyer rural de Periola. Et l'après-midi, une course en ligne de 103 km avec départ et arrivée au foyer rural de Morne-Acajou. Sur la route toujours, nos athlètes disputeront demain à partir de 16h la première manche du challenge des 10 km. Départ et arrivée devant Intersport au Robert. Les thrillers, eux, seront dimanche 7h à Sainte-Marie pour la Ronde Belay. Au menu, de distance, 21 km et 14 km, avec départ et arrivée devant la Maison du Belay. Direction la mer, nos Yoleurs seront sur le plan d'eau de Sainte-Luce à l'occasion de la deuxième journée du championnat. Départ de la première course, 10h30. Le plan d'eau de la Pointe-Foula au Vauclin servira lui de cadre à la deuxième manche du championnat de kitesurf. Elle se disputera dimanche à compter de 9h30. Sport collectif en football début ce soir 20h de la 18e journée du championnat de R1. 4 matchs sont prévus. Golden Star Samaritaine à Pierre-Aliquer, New Star Golden Lion à Ducos, RC Saint-Joseph JS Eucalyptus à Saint-Joseph et RC Rivière Pilote Émulation à Ancamé. Demain 16h, 2 matchs dont le choc Club franciscain Aiglon et à 19h, une rencontre refermera cette 18e journée de R1. En basket féminin, la 16e journée du championnat de N3 débute ce soir 20h par 2 matchs. Éclair SC Lamantinois au Palais des Sports de Rivière-Salée et Aigle Noir Black Star au Gros-Morne. Fin de cette 16e journée demain 18h avec le choc Golden Lion Gauloise à Saint-Joseph. Chez les hommes, un match ce soir 20h USAC Black Star au hall Péliard-Donatien. Demain, 3 rencontres sont prévues à 20h. Handball féminin, la 15e journée du championnat de pré-national débute ce soir 20h par 2 rencontres. Étoile de Gondo TS franciscain au Palais des Sports du Lamentin et UJ Wadout Club Sport au hall de Corridon. Demain 17h, un match et 2 autres sont programmés à 19h. Chez les hommes, 2 matchs ce soir. Tout d'abord à 20h30 Sainte-Anne-Cap 110 Gauloise et à 21h30 Étoile de Gondo TS franciscain. Demain, 2 rencontres sont prévues et une dimanche. En volleyball féminin, la 17e journée du championnat d'excellence débute demain par 2 matchs à 19h et se clôturera dimanche 9h. Chez les hommes, début en ce moment même de la 18e journée du championnat par le match Paul Aiglon au lycée Torail de Rivière-Salée. 2 rencontres sont programmées demain 21h. En tennis de table, on joue à compter de ce soir jusqu'à demain soir la 10e et dernière journée du championnat par équipe. Et il est temps de se rendre du côté de vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Et on débute par ces images impressionnantes, vous allez le voir, des algues sargasses qui continuent d'envahir le littoral, comme ici au Vauclin. Le fléau n'est pas prêt de s'arrêter. La préfecture a débloqué 500 000 € pour lutter contre les algues brunes. Cette somme sera principalement consacrée au ramassage et au stockage des algues. Nous vous emmenons à présent à Saint-Pierre, plongé dans l'univers onirique de l'artiste peintre Olivier Fonteau et des œuvres colorées, figuratives qui s'inscrivent comme des vecteurs entre différentes civilisations. Hubert Bornil et Valérie Vincent ont rencontré l'artiste. Regardez.
Jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas l'artiste Olivier Gentot, mais alors, il faut voir ses œuvres, toutes ses formes, avec déjà le travail réalisé avec du sable, le sable de la région, ça a toute son importance. Un artiste spirituel, quelqu'un qui voyage dans les galaxies. Voici Olivier Fonteau, artiste, photographe, réalisateur, un homme qui a pris le pari d'établir un pont culturel entre le Guatemala et la Martinique. Moi, je peins en fait l'espace entre le rêve et la matière. Je peins ce qui n'a pas de forme. Donc en fait, mes tableaux sont toujours empreints à la fois de figuratif ou à la fois aussi du portrait, ce que j'appelle le portrait cosmique de l'être humain. Très inspiré de la culture maya, ses œuvres révèlent une histoire qui se construit selon la sensibilité de celle ou celui qui les regarde. L'art des nuages et des galaxies, c'est le titre de l'expo. Ma peinture est composée en fait de plusieurs, on va dire, courants des grandes civilisations. On peut retrouver l'esprit de la civilisation indienne aussi, mais les plus marquants en fait sont à la fois des traits dans certains personnages que je fais qui sont des traits de culture africaine et des traits de dessin maya. Donc moi je fais référence à cette zone de la Mésoamérique aussi parce que je me sens très proche de cette zone et donc des Mayas. Et donc effectivement j'étudie leur culture et ma peinture est un témoignage à la fois d'un syncrétisme entre la peinture orientale, occidentale, africaine et maya. Mes premiers amours, c'est justement la peinture et la sculpture. Souvent ici on m'a pris pour un photographe, donc voilà, qui faisait de la photo, alors que mon vrai amour c'est la peinture. Et c'est une expression en fait qui me permet d'aller beaucoup plus loin que la photographie. Le musée éphémère d'art contemporain d'Olivier Gentot, il vaut absolument le détour. Vous le voyez, c'est dans ce cadre merveilleux de la baie de Saint-Pierre, des tableaux qui respirent tout simplement la vie. Et c'est la fin de cette édition, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un court instant pour rentrer chez PIA. À tout de suite.